Parfait. Eh bien, bonjour à tous. Et donc, bienvenue à ce web NR. Je vais tout de suite vous parler un petit peu, enfin plutôt vous nuancer le fait que vous avez beaucoup d'attentes, enfin dire que vous avez beaucoup d'attentes. J'ai vu hein, dans vos inscriptions, vos questions qui sont assez larges et que ma présentation, pour moi, en fait, je l'ai conçue de manière assez synthétique. Elle a pour objectif donc de dire les principes clés en fait de l'autoconsommation, notamment collective. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails et je ne vais pas vous montrer tous les schémas et tous les montages possibles. C'est vraiment pas l'enjeu de ce webinaire, sachant qu'il y a une formation qui sera plus dédiée pour ça. Voilà, donc c'est déjà pour poser le contexte. Et ensuite, voilà, je vous remets le titre, mais l'enjeu pour moi surtout, c'était de vous redire aussi qu'aujourd'hui j'interviens dans le cadre du Centre de ressources nationales que nous animons, donc ESPUL, hein, sur le photovoltaïque, grâce à un cofinancement notamment de l'ADEME, et qui a pour vitrine photovoltaïque.info. Et je vous ai mis dans la page ressources sur toutes les questions d'autoconsommation. Je pars un peu du prérequis que vous avez déjà en tête les notions principales d'autoconsommation, notamment celles qui sont écrites dans cette rubrique. La différenciation notamment de profil hein, entre l'autoconsommation résidentielle, tertiaire, industrielle, avec les notions de taux d'autoconsommation, les taux d'autoproduction. Voilà, je ne vais pas du tout rentrer là-dedans aujourd'hui. Pour moi, ce n'est pas l'enjeu. C'est clair que le prérequis, hein, c'est qu'on ne va pas faire des systèmes enfin, faire de l'autoconsommation par exemple totale sur un système résidentiel, enfin sur un bâtiment résidentiel, notamment individuel, hein, où quelque part la part d'autoconsommation est très faible. Voilà, donc là, je pars vraiment de ce prérequis-là. Et la suite de mon propos, c'est plutôt de vous dire un peu comment on en est arrivé à partir de la base, depuis 2006 notamment. On avait donc un schéma de vente de la totalité, où on avait donc des modèles de vente de production photovoltaïque, ou en tout cas de valorisation de photovoltaïque qui se passait par la vente de la totalité de la production. Et comment on en arrive aujourd'hui à d'autres schémas. Alors, moi, j'ai fait l'exercice hein, de mon côté de dessiner tous les schémas possibles qu'on peut avoir, notamment avec les tiers investisseurs. Euh, voilà, je ne veux pas vous présenter tous ces schémas, mais ce que j'ai constaté, c'est que finalement, en déclinant tous ces schémas, on en arrive à un schéma assez similaire entre la vente de la totalité et ce qu'aujourd'hui on appelle l'autoconsommation collective. Donc finalement, la différence entre les deux, hein, c'est que dans le cadre de l'autoconsommation collective, on va avoir des compteurs virtuels. Donc, je vais vous détailler un petit peu plus, hein, c'est là tout l'enjeu hein, de mon intervention, ce qu'est notamment l'autoconsommation collective. Mais c'était plus pour se rendre compte finalement qu'entre vente de la totalité, autoconsommation collective, en termes de schéma de raccordement, il y a très peu de différence. Après, vous allez voir qu'en termes des valorisations économiques, enfin de modèles économiques, de montage juridique, de mode contractuel, là, on est carrément sur d'autres systèmes. Alors moi, je vais repartir en fait de mais pourquoi aujourd'hui on parle d'autoconsommation? Pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir vous des projets en tant que collectivité ou vous pouvez en tant que des citoyens aussi se poser la question de l'autoconsommation? Alors une des réponses, c'est de dire qu'en fait aujourd'hui, bah, le dispositif de soutien, hein, donc ce tarif d'achat, notamment pour la vente de la totalité, eh ben, n'est pas suffisant pour que se développent des projets. Alors, il n'est pas suffisant, vous voyez bien par la grille hein, qui reste complexe, que nous avons donc différents niveaux de tarifs, hein. Donc, il n'est pas suffisant, en tout cas, pour les installations de ce qu'on dit nous de moyenne puissance, 36-100 kg. Et puis, au-delà de ça, on voit bien qu'au-delà de 100 kg, de toute façon, on n'a plus de tarif d'achat, on passe sur un système d'appel d'offres qui n'est pas non plus satisfaisant pour notamment des projets citoyens et aussi des projets de collectivité du fait du fonctionnement en fait, des appels d'offres et de la sélection qui se passe en termes d'appels d'offres et des délais de dépôt, etc. Ces tarifs d'achat sont aussi conditionnés, ça vous l'avez je pense tous en tête, à des notions d'intégration au bâti, à des notions donc de niveau de puissance qui ne doivent pas forcément être trop proches, c'est-à-dire que vous avez des notions de même bâtiment, même parcelle. Là, je parle de l'arrêté tarifaire en cours, sachant qu'un nouvel arrêté tarifaire est bientôt prévu, qui lui devrait alléger les notions d'intégration et appliquer d'autres règles, en tout cas de sommation de puissance. Voilà, vraiment là, l'enjeu, c'était pas de détailler l'arrêté tarifaire, mais plus de dire bah, qu'effectivement, on a un modèle aujourd'hui de vente de la totalité qui n'est plus toujours possible à cause notamment de ces tarifs pas toujours adaptés à nos situations et surtout aux situations notamment de projets de territoire. Un deuxième point, hein, pourquoi on en arrive aussi à l'autoconsommation, ça c'est quelque part lié au contexte de Paris Réseau, lié au contexte positif, hein, que les coûts de production photovoltaïque baissent de plus en plus et finalement viennent en
compétition, on pourrait dire ça comme ça, en tout cas ont à peu près le même niveau de prix que les coûts de vente de l'électricité. Alors ce schéma il date un peu, mais moi je l'aime bien parce que là l'idée c'était pas de vous donner des chiffres, mais juste de vous montrer qu'en rose on a le coût de l'électricité du marché de gros et en jaune c'est le marché de détail. Voilà. Donc, bien sûr qu'en fait l'autoconsommation, en tout cas la compétitivité des coûts de production photovoltaïque va dépendre en fait de quel coût d'électricité on parle. Donc ça c'est important lorsqu'on est en projet d'autoconsommation, c'est au final sur quel bâtiment on est et quel est le coût du fournisseur sur ce bâtiment-là. Voilà, c'est bien une comparaison aussi avec un bâtiment. On ne pourra pas faire de généralité, en fait chaque situation est un peu différente. Ce qui est aussi important à noter là-dessus, hein, c'est que cette notion de parité réseau, finalement, ça a du sens lorsque on autoconsomme. Finalement, si à un moment donné, je vais injecter du surplus, cette injection de surplus, il faut bien qu'elle ait un tarif qui ne sera pas forcément le tarif équivalent de la vente du fournisseur. Voilà, donc il y a un enjeu aussi de ne pas se dire c'est la parité réseau, plus besoin d'aide. Hein, on n'en est pas là dans cette démarche-là. Hein, mais en tout cas, c'est vrai que cette parité réseau qui arrive nous permet de nous dire, de chercher un autre modèle, enfin nous incite en tout cas à aller voir un autre modèle, notamment regarder le modèle de l'autoconsommation. Troisième point, enfin troisième raison principale, hein, qui pourrait dire mais pourquoi on en arrive en fait à l'autoconsommation. Là c'est une raison, alors je vois dans des questions, il y a des personnes qui ne comprenaient pas mes illustrations, notamment le tableau. C'est vrai que je ne suis pas là pour détailler l'illustration et pour moi plus montrer une idée plus que le contenu en lui-même. Là l'idée c'est un exemple en fait d'un devis de raccordement. Donc là, c'était plus pour vous montrer que parfois, on a des devis de raccordement, notamment avec des travaux d'extension importants, qui fait que le projet n'est plus viable. En fait, ça plombe complètement le modèle économique à cause donc des travaux d'extension. Donc là, c'est plutôt de le formuler différemment, c'est plutôt de dire, parfois on va penser à l'autoconsommation, c'est-à-dire quelque part on va venir limiter l'injection parce qu'on voit qu'on a des contraintes d'injection, on est sur un réseau qui peut être saturé, et aujourd'hui, tel qu'est fait la répartition des coûts de raccordement, c'est le producteur qui paye quasi la totalité des travaux. Ça va bientôt être aussi en modification, mais pour l'instant c'est bien ça. Et donc aujourd'hui, c'est l'enjeu de dire voilà, comment diminuer la puissance d'injection, et l'autoconsommation, ça peut être une réponse, une manière de le faire. C'est pas la seule et unique, mais ça peut être une manière de faire. Donc on voit que finalement les trois contraintes principales, c'est trois contraintes, ou en tout cas trois raisons, c'est pas forcément des contraintes en soi, mais de dire on n'arrive pas à développer dans le cadre réglementaire actuel, ou le cadre réglementaire actuel est trop complexe, on ne comprend pas bien. On a des problèmes d'accès réseau, et puis ça commence à nous intéresser. On voit que nos tarifs de vente d'électricité finalement sont proches de nos coûts de production photovoltaïque. On souhaite valoriser finalement notre production autrement. Quel modèle finalement d'autoconsommation peuvent en résulter et quel modèle on peut choisir. Là, moi, je vais encore une fois pas vous lister l'ensemble des modèles, c'est-à-dire que je ne vous montrerai pas ce qu'on peut faire en vente du surplus, autoconsommation totale, etc. C'est pas pour moi l'enjeu de mon intervention. Je pourrais y répondre et vous montrer des schémas si besoin dans les questions-réponses. Là, c'était plutôt de repartir finalement de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un cadre juridique qui est en définition sur l'autoconsommation. On est en train de mettre donc des définitions sur deux termes principaux et puis leur déclinaison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le Code de l'énergie, ça c'est issu finalement de l'ordonnance de fin juillet, donc le Code de l'énergie intègre déjà aujourd'hui la notion d'autoconsommation individuelle. Alors le terme individuel, c'est quelque chose qui n'est pas encore dans le Code de l'énergie, mais qui est demandé et proposé par le Sénat. Parce qu'en fait, il y a une ratification de l'ordonnance qui est prévue actuellement, et donc on attend que ce soit tout validé, mais voilà, c'est pour vous dire qu'on a encore un contexte mouvant de l'autoconsommation. Et la notion d'autoconsommation individuelle, dans le code de l'énergie, c'était écrit quelque part, alors c'est pas écrit même producteur, mais c'est écrit un producteur dit autoproducteur pour consommer lui-même, qui va consommer lui-même. Donc il y a un peu une notion de lui-même qui peut un peu interroger lorsqu'on on implique des tiers investisseurs, notamment par exemple des citoyens. Voilà, est-ce que vraiment le lui-même c'est restrictif? Est-ce que c'est lui-même mais vu du réseau? C'est-à-dire que est-ce que lorsqu'on fait la demande de raccordement réseau, oui, je vais porter ma demande en tant que consommateur et je serai moi-même producteur, mais derrière, par ailleurs, il peut y avoir des tiers investisseurs. Donc là, c'est encore une question juridique auquel moi, j'ai pas forcément la réponse. Voilà, je voulais juste vous l'évoquer. Ça, c'est encore des pistes à venir dans l'interprétation et puis l'analyse des textes. Donc en tout cas, autoconsommation individuelle, si je reprends peut-être la base sans parler de tiers investisseurs, on est sur un schéma où finalement c'est dans le domaine privé que se passe
l'autoconsommation. Ce qu'a défini l'ordonnance, hein, ce qu'a amené l'ordonnance de fin juillet, et du coup ce qui est intégré dans le code de l'énergie, donc c'est pareil encore avec des modifications qui sont en cours, donc je n'ai pas écrit de définition exprès parce que il y a encore des choses qui sont en modification. C'est de dire quoi? C'est de dire que cette fois-ci, on peut envisager une notion d'autoconsommation avec une production finalement qui est injectée, qui va transiter via un réseau public. Donc là, on commence à ouvrir finalement le périmètre. On n'est plus seulement sur le périmètre du privé, en quelque sorte, hein. On peut s'inscrire dans un réseau public. Donc là, c'est un périmètre qui reste limité. À la base, on l'avait limité, c'était antenne basse tension, départ basse tension. Maintenant, ce qui est proposé par le Sénat, c'est périmètre de poste. Donc l'autoconsommation collective, ce que je voulais dire, donc effectivement, j'ai parlé de périmètre limité. Et là, pour le coup, ce qui est clair, c'est qu'on peut avoir un ou plusieurs consommateurs, un ou plusieurs producteurs. On est clairement sur un modèle où il peut y avoir donc des entités juridiques différentes entre consommateurs, producteurs, et puis on peut avoir donc plusieurs consommateurs, plusieurs producteurs. Mais dans un périmètre délimité. Et là, tout l'enjeu, notamment qui a lieu, hein, c'est de devenir ce qu'on appelle un compteur virtuel. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez donc injecter la totalité de la production, donc tout va être comptabilisé, hein, soutirer la totalité de la consommation, et c'est virtuellement. Alors virtuellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est par la reconstitution de flux, par le croisement finalement des données consommation, données production, qu'on va pouvoir évaluer la part qui a été autoconsommée. Et que du coup va avoir un modèle où on va pouvoir venir finalement, un consommateur pourra être alimenté par un fournisseur et aussi par un approvisionnement proche de photovoltaïque. Donc c'est ça le modèle de l'autoconsommation collective tel qu'il est présenté. Je vais tout de suite vous nommer, enfin vous expliquer les points sur lesquels on attend des clarifications et qui sont des points importants, notamment en termes de modèle économique. C'est-à-dire que selon les choix qui seront pris sur ces points-là, bah, le modèle sera viable ou pas viable et sera viable, voilà, ça jouera beaucoup sur l'économie. Alors, une des questions, c'est finalement, mais quel dispositif de comptage va être mis en place pour cela? L'ordonnance et donc le code de l'énergie missionne hein, clairement Enedis, hein, enfin en tout cas le gestionnaire de réseau local ou Enedis pour cet aspect compteur. Donc on peut pas, ça sera des compteurs, ces compteurs virtuels, ou en tout cas le comptage sera vraiment une tâche du monopole du gestionnaire de réseau. Qui dit que c'est du monopole, dit qu'aussi c'est lui qui va venir définir les contrats, les dispositions contractuelles. Et là, je vous ai mis quoi en fait comme image? Je vous ai mis aujourd'hui la prestation de décompte. En fait, il va y avoir un lieu de reconstitution de flux et je vous l'ai mis pour vous dire, bah voilà, selon le choix qui sera opéré par les gestionnaires de réseau, on va avoir des coûts de décompte. Donc voilà, attention au sens où bah, quels coûts finalement vont être impactés, vont être importants et quels en seront les montants. Donc là, aujourd'hui, on n'a pas, nous, de visibilité encore sur le choix que fera Enedis. Et aussi, ce qui est important dans le choix du comptage, c'est aussi le choix du pas de temps, en fait. C'est-à-dire, comme on parle de reconstitution de flux, est-ce qu'on va venir affecter par index journalier? Est-ce que ça va être par des pas de temps de 10 minutes? Ce qui va jouer aussi sur la réalisation, la faisabilité économique notamment. Je ne rentre pas plus dans le détail. S'il y a besoin, on reviendra après sur des exemples, ce sera peut-être plus clair. Et l'autre point sur lequel on attend des clarifications, donc qui est important, c'est la notion de bah, quelle taxe finalement va être appliquée. En fait, tout l'enjeu de l'autoconsommation collective, tout le nouveau cadre, pour nous, l'enjeu, c'est que le producteur ne soit pas qualifié comme un fournisseur. Lorsque vous êtes qualifié comme un fournisseur, vous avez beaucoup d'obligations, notamment vous avez aussi donc des taxes qu'on appelle nous prélèvements, c'est-à-dire que vous allez devoir collecter auprès de du consommateur aussi ces frais-là et devoir les redonner. L'enjeu hein, de l'autoconsommation collective, c'est que le producteur n'endosse pas ce rôle de fournisseur et donc qu'il rôle, un nouveau rôle un petit peu d'approvisionneur. Voilà, on n'a pas encore trouvé nous le terme adéquat, mais en gros, qui va alimenter, mais seulement sur un périmètre donc limité des consommateurs. Et l'enjeu donc c'est qu'il y ait moins de prélèvements. Plus il y a de prélèvements, bah, moins le système peut être rentable. En tout cas, moins on va pouvoir rembourser en fait l'investissement photovoltaïque. Vous voyez bien, hein, si jamais on reste avec tous les prélèvements, bah, finalement, il faudrait qu'on ait des coûts de production photovoltaïque qui soient de ce prix-là. Et plus on arrive à enlever des prélèvements, plus on va pouvoir gagner quelque part en coût de production photovoltaïque et donc permettre de rentabiliser l'investissement. Donc tout
tout l'enjeu est aussi sur cette notion de taxe. Donc aujourd'hui, pareil, il y a des exonérations qui sont en train d'être définies dans le code des douanes, notamment l'autoconsommation est exonérée, enfin en tout cas l'électricité consommée est exonérée, enfin il y a des choses qui sont en train d'être définies, donc petit à petit on attend donc des clarifications. Après clairement, voilà, la TVA, elle ne sera pas exonérée, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même que la TVA soit payée. Voilà, mais tout l'enjeu c'est finalement TURP, CSPE. Et leur TURP aussi, pour en dire un mot, l'ordonnance avait amené l'idée que la CRE lance une réflexion pour avoir ce qu'on appelait dans le jargon un micro-TURP, donc un TURP appliqué aux consommateurs qui soit plus limité que le TURP classique, parce que là, parce que c'est quelque part une production ou un approvisionnement qui sera vraiment local, donc proche, donc ne pas alourdir finalement ce TURP, sachant que le TURP il prend en compte tous les coûts qu'il peut y avoir sur le réseau. Et en fait, là, j'en ai fini pour ma part avec ma présentation. Peut-être que je n'ai pas beaucoup accentué, donc je vais juste le redire. Là, je finis par cette question-là, en fait. Est-ce vraiment adapté à votre situation? Alors, vous, en tant que collectivité, vous avez une situation plutôt large, c'est-à-dire que vous allez avoir sur le territoire plusieurs modèles qui peuvent être mis en place, que ce soit de consommation, plusieurs modèles de valorisation économique. Là, c'était plus prendre un recul pour voilà, être sûr quelque part de ne pas se limiter à un seul modèle sur le territoire, que peut-être plusieurs modèles vont avoir lieu, qu'il y a besoin quelque part de tous les modèles. N'arrêtons pas de faire de la vente de la totalité. Hein. Si un projet peut passer avec de la vente de la totalité, allons-y, il n'y a pas de problème en soi. Et au contraire, le modèle est éprouvé, autant y aller. Après, voilà, réfléchir à d'autres modèles. Si on voit que certains points bloquants, par exemple, ce que j'ai cité précédemment, hein, des coûts d'accès au réseau qui sont importants, bah là, oui, cherchons les modèles qui vont permettre de débloquer les situations. Donc là, peut-être j'aurais pu formuler la question autrement, mais au sens où vous, collectivité, ayez le souci peut-être d'amener soit les porteurs de projets citoyens vers des projets de vente de la totalité, si c'est possible, autoconsommation, si ça permet de résoudre des problématiques, mais ayez une vision plutôt large et ne soyons pas juste sur faisons un projet par exemple d'autoconsommation collective, hein, sachant qu'aujourd'hui l'autoconsommation collective, vous avez vu mes questions, les attentes de clarification, on n'en est pas encore à déployer vraiment des projets, on est encore à une phase d'attente de clarification juridique. Voilà, donc, notamment pour des projets citoyens, par exemple, si vous vous retrouvez dans ce rôle d'animateur de projet citoyen, l'autoconsommation collective ajoute une couche supplémentaire de complexité en termes de juridique, de compréhension, etc. Donc faisons attention aussi à avoir le souci de projets qui restent simples. Et du coup, j'en finirai par cela. Ok, Anne-Claire, merci beaucoup. J'ai relayé, peut-être avant de passer tout de suite, comme ta présentation a été relativement courte, je pense qu'il y a quelques questions qui ont été déjà posées. Peut-être qu'on peut traiter déjà une partie de ces questions. Donc tu les trouveras sur ton Tout à fil. fait. Et donc, Oui, trouvé. voilà, en commençant par la question de Jacques Grondal, euh, quand est-ce que va arriver, selon toi, la parité réseau? La parité réseau, elle arrive déjà dans certaines configurations. Alors, j'ai pas d'exemple en tête, mais je pense que dans le sud, avec des gros systèmes posés sur des centres commerciaux, on doit sans doute atteindre cette notion de parité réseau, donc c'est-à-dire avoir un coût de production photovoltaïque qui reste compétitif, enfin qui est compétitif avec le prix payé par le consommateur. Après, l'enjeu, c'est que justement cette notion de parité réseau, elle est variable. Ça dépend de quoi? Ça va dépendre de l'ensoleillement. Je parle du sud parce que lorsqu'on est dans le nord, le coût de production photovoltaïque va être plus élevé puisqu'on va moins produire pour un même coût d'investissement. Elle va dépendre donc du type de consommateur, c'est-à-dire quelque part du type de contrat de consommation qu'a le consommateur, sur lequel finalement joue le prix, hein, notion de prix. Après, il y a une question aussi de quel type de système. On voit bien que sur des systèmes intégrés, on a des coûts plus élevés. Et Pierre en reparlera. Hein. Le choix de l'autoconsommation aussi, parfois, c'est s'affranchir de ces coûts importants d'investissement, d'intégration, en faisant des systèmes beaucoup plus simples, où là, du coup, on va aussi réduire nos coûts de production photovoltaïque, donc se rapprocher de la parité réseau. Donc, ce que je peux dire aussi, c'est que par le passé, on l'annonçait, alors je ne saurais même plus vous dire, mais je pense pour 2020 ou 2022, puis aujourd'hui, au fur et à mesure, on se rend compte qu'elle arrive plus vite que prévu. Ok, donc sur ton fil toujours, est-ce possible de regrouper plusieurs toitures, une question de Charles de la Monneraie, Oui. pour alimenter un seul bâtiment en autoconso? Alors, si on prend cette question du point de vue de l'autoconsommation
collective, c'est bien le principe, hein. C'est le principe d'avoir finalement possibilité d'avoir un seul consommateur et plusieurs producteurs. Enfin, moi, en tout cas, je lis l'ordonnance ou le code de l'énergie comme ça, il y a écrit un ou plusieurs consommateurs, un ou plusieurs producteurs. Donc ça serait bon. Et après, si on est sur le... Alors, sous réserve, bien sûr, qu'on est sur le bon périmètre qui est défini, hein, qui serait donc un périmètre de poste. Poste de distribution. Hier, j'avais eu la question de le poste de distribution, ça couvre combien de foyers? Alors juste, les postes de distribution, c'est très variable. Si on est en zone urbaine, ça peut couvrir jusqu'à 400 logements. Si on est en zone rurale, là, on peut avoir des postes tout petits qui peuvent alimenter même qu'une personne. Donc, tout va dépendre en fait de la configuration du site. Après, si on veut être en autoconsommation individuelle, et ben là, ça reste possible aussi, mais si vous restez donc si vous ne transitez pas finalement par le réseau public, donc c'est-à-dire si vous avez des corps de bâtiments finalement, mais qui restent raccordés en un seul point au niveau du réseau public. Sinon, donc il y avait une question sur la position du Sénat à propos de l'antenne basse consommation Autre ou chose. autre chose. Alors non, justement, le Sénat, lui, il est venu apporter, c'est lui qui a changé le terme basse tension, en fait. Il parle plus d'antenne, plus de départ. Je prends ce qu'il dit exactement. Il parle de même poste public, en aval d'un même poste public de transformation d'électricité de moyenne en basse tension. Donc il a grandi quelque part le périmètre. Ce qui est positif, hein, et plus clair. D'accord. J'ai retrouvé donc la personne qui a posé la question à propos du type de contrat, c'est monsieur ou madame Commange. Donc voilà, si elle peut nous préciser sa question. Alors, autre question de Charles de la Oui. Monneraie. Alors on est bien sur un réseau... Pardon, si tu voulais peut-être redire la question. Non, je t'en prie, vas-y. La question, hein, c'était de dire est-ce que dans le cadre de l'autoconsommation collective, c'est un réseau privé ou un réseau public, on est bien sur une logique du réseau public, sachant qu'aujourd'hui, la notion de réseau privé, elle est très limitée et très encadrée juridiquement, on ne peut pas faire n'importe quoi. Tout à l'heure, j'ai pu parler de réseau privé. Quand je parle de réseau privé, pour moi, c'est juste quand je parle de un point en fait de soutirage, et puis derrière, bah, vous avez votre bâtiment, mais avec une logique quand même d'entité juridique ou en tout cas de proximité. La notion de réseau privé, elle ne va pas, aujourd'hui en tout cas, je ne maîtrise pas très bien l'ordonnance réseau privé, hein, réseau fermé, mais il y a cette notion de dire qu'on est très limité quand même. Donc oui, là, l'autoconsommation collective, c'est vraiment via le réseau public. Ok. D'où aussi, peut-être juste pour rappeler, d'où le fait que c'est le gestionnaire de réseau qui va en assurer le comptage aussi. On reste sur une logique finalement de monopole de gestion du réseau public. Alors, une question qui me fait plaisir à lire, là, comme hier, d'une personne visiblement des DOM, donc qui doit avoir un bon décalage horaire, donc je ne sais pas quelle heure il est chez Florent Martineau, mais qui demande est-ce que tu as connaissance des coûts et conditions de raccordement dans les DOM, hein, Guyane notamment, par rapport aux Pas du tout. économies de la CSPE? Bon, donc Moi, pas ça, du tout. C'est pas du tout. C'est vrai que je suis pas du tout. Je suis très contexte français, métropole, continentale même. d'accord. Je vais te laisser lire les questions suivantes parce que je vois le fil collectif qui s'agite et donc je vais te relayer d'autres questions. Très bien. Alors, moi, je continue, hein. Donc, j'ai Clarisse Dulac qui me pose la question, donc d'Enercop, Languedoc-Roussillon, qui pose la question du compteur Linky. Est-ce considéré comme un outil pour le comptage dans le cadre de l'autoconsommation? Alors, le compteur Linky, il a un atout fort par rapport aux autres compteurs qu'on avait pour les petits systèmes, c'est qu'il permet de compter dans les deux sens. Donc aujourd'hui, l'atout qu'il va avoir, c'est notamment dans le cadre de la vente du surplus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir des coûts de branchement quasi nuls lorsqu'on se met en vente du surplus, parce que notre compteur Linky, finalement, va compter dans les deux sens. Donc il va pouvoir compter l'injection comme le soutirage. Après, dans le cadre de l'autoconsommation, est-ce que dans le cadre de l'autoconsommation collective, ça a un intérêt? Alors oui, ça va. Disons que le compteur Linky a un intérêt, c'est qu'il permet aussi du coup des courbes de mesure, c'est-à-dire qu'il va faire des compteurs, du pas de temps précis. Ce qui n'était pas forcément le cas avant, on était sur des logiques d'index. Là, on est vraiment sur une logique du coup de courbe de mesure sur lequel on pourrait du coup ensuite aller vers une corrélation ou non avec la production, dans le cadre de la reconstitution des flux. Alors, des pistes à creuser pour intégrer l'effacement dans l'équation, donc de Manuel Dupuis. Alors, j'imagine que c'est dans l'équation économique. Après, l'effacement, je ne sais pas si c'était au terme de parler d'offre d'effacement.
Là, c'est pareil, je maîtrise moins, moi, cet aspect d'offre économique, d'effacement, et si ça peut s'intégrer ou pas. En tout cas, l'idée aujourd'hui, c'est que on a dissocié, enfin, il y a vraiment une définition d'autoconsommation collective sans parler d'offre d'effacement inclus dedans. Donc ça, je n'ai pas d'éléments de réponse plus que ça pour l'instant. Il y avait une question de est-ce que l'autoconsommation peut être asynchrone? Je produis en journée mais consomme le soir. Clairement, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'autoconsommation individuelle, c'est non. On est vraiment sur l'autoconsommation instantanée. Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? Le compteur, il va compter ce que vous injectez, ce que vous soutirez. En autoconsommation collective, on peut se poser plus la question légitimement, puisque on n'est plus sur l'autoconsommation, on va dire, physique pure. On est plus sur la reconstitution de flux. Et donc là, la question, c'est cette reconstitution de flux, elle se base à quel pas de temps? C'est ce que je posais hein, comme question tout à l'heure. Euh, Donc ça pourrait par exemple un index journalier où là, en quelque part, ça viendrait faire cette question d'asynchronisation. Après, l'enjeu aujourd'hui, enfin, on a l'impression dans les textes et puis dans l'idée d'Enedis que ce serait plutôt au contraire ce débat de temps serré, 10 minutes par exemple, donc avec une logique de synchronisme, donc d'instantanéité. Alors, question de Florent Martineau, d'où vient le fait que les tarifs d'achat sont plus élevés en intégration au bâti, alors que dans 20 ans, le remplacement des panneaux sera plus compliqué? Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il comparait les tarifs entre petits systèmes et plus gros systèmes. En tout cas, aujourd'hui, le principe du tarif d'achat, c'est de venir assurer la rentabilité normale des capitaux investis. Et c'est clair que lorsqu'on est intégré au bâti, on a plus de coûts d'investissement. Donc, le tarif d'achat, il est du coup plus élevé dans cette logique-là. Après, on est bien d'accord que l'intégration au bâti, ce n'est pas la solution forcément la plus judicieuse, notamment dans des cas de rénovation de bâti classique, hein, parce qu'on vient générer des problématiques. Alors, pour moi, c'est peut-être pas tellement le remplacement des panneaux qui est le problématique sur l'intégration au bâti, mais c'est même d'ailleurs la pérennité et la performance des systèmes, avec cette notion de ventilation à assurer pour éviter des baisses de performance. Donc voilà, j'en dis pas plus sur les tarifs d'achat, hein, parce que ça, c'est des discussions qu'on pourra avoir lors d'un prochain webinaire quand l'arrêté tarifaire sera publié. Alors, une question de Laurent Favret sur les périmètres hein, que j'évoquais. Peut-on mélanger basse tension et haute tension sur une même zone géographique? Là, clairement, si on s'en suit au projet de loi, donc à ce que le Sénat propose, c'est pas possible. On est vraiment sur des périmètres basse tension, sur le réseau basse tension en fait. Mais en aval d'un même poste public de transformation d'électricité moyenne en basse tension. Donc vous avez le poste, et c'est en dessous tout le réseau de basse tension qui, quelque part, est la zone sur laquelle on va pouvoir raisonner en autoconsommation collective. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la logique même de l'appel d'offres, alors l'appel d'offres, c'est une autre brique réglementaire, ça ne suit pas forcément les mêmes logiques, hein, mais l'idée, c'était que pour la HCA, on ne puisse pas passer par le réseau public. Donc la dimension autoconsommation collective, quand même, dans l'idée, c'est plus basse tension. Alors, il y a la précision sur la question précédente. Y a-t-il un coût d'utilisation du réseau d'Enedis entre deux points de production-consommation? Donc là, la question, elle est liée à ce que j'avais évoqué de micro-turp, finalement. C'est-à-dire que dans l'autoconsommation collective, je vais transiter par le réseau public. Et normalement, dès qu'on transite par le réseau public, on a tout le TURP. Hein. TURP, c'est tarif utilisateur, réseau public d'électricité. Donc il y a tout le TURP variable, hein, c'est le TURP appliqué au consommateur, je parle là. Hein. Donc là, l'enjeu justement du micro-turp, c'est de venir alléger. C'est qu'on ait un turp qui ne soit pas aussi complet. Parce qu'on mettra en avant le fait que l'électricité provient est proche finalement, est dans un environnement très proche et que du coup, c'est pas légitime qu'on nous fasse payer tous les coûts liés au coût de turp, au coût du réseau. J'espère que c'est clair pour la personne. Juste pour vous dire, hein, là je vous réponds donc au coup par coup avec vos questions. Nous on reste disponible dans le cadre de la permanence photovoltaïque et notamment par mail, donc à pv@espul.org. S'il y a des compléments que vous souhaitez à l'issue de ce webinaire, n'hésitez pas à nous contacter. Alors Marianne Breton qui me dit dans le cadre d'aménagement de zones d'activité, une collectivité peut-elle imposer ENR, donc énergie renouvelable, enfin, peut-elle imposer finalement un modèle d'autoconsommation collective? Alors là, ça me dépasse complètement et je pourrais essayer de voir avec notamment mes collègues plus en charge de planification ce qui est possible ou non. Après, c'est vrai que on en parlait hier hein, dans le cas d'aménagement de zone. C'est vrai que cette réflexion d'autoconsommation collective, elle peut être intéressante d'être initiée en amont. Voilà, ça peut avoir du sens de le faire quand c'est en phase d'aménagement construction.
Et après, dans le cadre location-vente de l'eau, pareil, ça me dépasse complètement. Alors là, la question, du coup, je reviens sur une question qui m'a été posée. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs producteurs, un consommateur? Et là, on me demande, est-ce que c'est possible d'avoir plusieurs producteurs et un seul consommateur? Là, moi, j'ai l'impression que le code de l'énergie est large, hein, je le redis, il dit un ou plusieurs consommateurs, un ou plusieurs producteurs. Je ne crois pas qu'il impose un nombre de trois ou autre. Ok, Anne-Claire, ce que je te propose, c'est Oui, de garder toutes ces questions sur ton fil et de passer tout de suite à la présentation, au témoignage de Pierre de très bien. Crépeau, donc de la ville de Lorient. Ça va peut-être te donner un peu de temps pour structurer les réponses, regrouper les questions. Moi, je vais continuer à Tout à t'en faire fait. parvenir et on va t'offrir une petite pause avec la présentation de Pierre et des témoignages concrets sur la créativité d'une ville sur ces problématiques d'autoconsommation. Donc tout de suite, je te laisse la parole, Pierre. Oui, donc ça y est, tout le monde m'entend, ça passe? Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous faire rapidement une présentation de ce qu'on a mis en place à Lorient, notamment sur l'autoconsommation, parce que nous, ça nous a paru une équation économique très intéressante pour développer le photovoltaïque. Alors je vous fais un tout petit historique, alors je descends, tac tac tac. Petit historique. Donc il y a eu des panneaux solaires qui ont été mis en place depuis assez longtemps sur la ville de Lorient, c'est même pas 2008, c'est 2006. Et on était sur un modèle de vente de l'électricité photovoltaïque. Et donc avant que j'arrive à Lorient, hein, il y a eu des personnes qui travaillaient au service environnement qui ont réfléchi sur un modèle basé sur les tarifs de vente ou tarifs d'achat, en disant on va faire supporter un loyer symbolique à un opérateur qui posera plein de panneaux solaires sur notre patrimoine et qui se rémunérera de la pose des panneaux solaires grâce aux tarifs réguliers, tarifs de vente. Or, c'était pile tombé juste après le moratoire et puis avec la très forte baisse de ces tarifs et on n'a pas trouvé d'opérateur. On a dû déclarer l'appel d'offres qu'on avait fait, hein, c'était pour une belle quantité de panneaux solaires, on a dû le déclarer sans suite. On était vraiment déçus. Et donc on s'est dit, on a un problème de modèle économique. Le système aujourd'hui ne nous permet plus de déployer des panneaux solaires dans des conditions économiques suffisantes et il faut qu'on réfléchisse à autre chose. Donc, bah, je le redis, hein, c'est moi qui fais la présentation, mais c'est quand même un technicien au service environnement qui a tout monté, qui s'appelle François Corr. Donc il faut vraiment lui rendre voilà, tout le travail énorme qu'il a fait. Il est venu un jour en disant, bon, bah, faudrait qu'on réfléchisse à l'autoconsommation, ça paraît un truc intéressant. On a un petit reliquat de crédit. On va essayer de mettre en place une installation photovoltaïque en autoconsommation. Et c'est ce que vous voyez là, la mise en service en 2015 de l'école de Kermelo, dont je vous parlerai après. Et puis en 2016, ça s'est accéléré. Là, c'est des objectifs qu'on s'était fixés en 2015 avec les élus. Et je vais vous parler de notre plan de photovoltaïque en disant ce qui serait pas mal, c'est qu'on arrive à environ 3% de production de photovoltaïque par rapport aux consommations d'électricité de la mairie, bah, des bâtiments municipaux, en 2020, mélanger un peu électricité vendue, électricité autoconsommée. Et donc ça vous montre un peu ce qu'on avait en 2015. On avait à peu près 9 installations hein, fin 2015, dont cette école-là de Carmelo, qui avait été posée dès 2014, 1175 mètres carrés et puis 122 kW/crête. Et il y a des choses qui sont en autoconsommation, c'est avec les petits A entre parenthèses, choses qui sont en vente. Hein, vous voyez le stade du Moustoir, on gagne 22 000 euros pour 47 kW/crête, donc c'est la poule aux œufs d'or cette affaire. Hein. On était, je crois, quasiment à 60 centimes du kilowattheure, truc gigantesque. Et donc, bon, après, les tarifs ont baissé. Hein, pour 36 kW/crête à Maison de la Solidarité, 4 ans plus tard, on n'a plus que 8 000 euros. Bref, donc ça baissait, ça baissait. Et donc, grâce à l'équation économique de l'autoconsommation, voilà ce qu'on a aujourd'hui en, en projet. 9 nouvelles installations pour plutôt 500 kW/crête, quoi. Et donc une production de 500 MWh par an. C'est ça qu'on a en idée, hein, on pourra peut-être en faire plus, d'autres moins, c'est des trucs qui sont aujourd'hui dans les tuyaux, dont une très grosse sur le stade, qu'il faut encore réussir à financer, installer.
Mais le modèle de l'autoconsommation nous permet, nous, vraiment de partir sur énormément d'installations photovoltaïques. Alors, en octobre, les élus ont voté, alors, c'est pas voté parce que c'était en bureau municipal, mais ont délibéré un plan d'action municipal sur le photovoltaïque, hein, suite en fait à l'échec de notre premier projet. Et donc, on a dit plusieurs choses. On a demandé d'avoir une programmation pluriannuelle d'investissement, donc en investissement de 60 000 euros sur le budget plan climat, donc de pérenniser un investissement récurrent pour le photovoltaïque. On a demandé des choses un peu complexes, mais comme je suis avec des tas de personnes de communes, ils comprendront. Nous, comme on fait des installations qu'on pose en régie, on achète du matériel pas très cher. Ce matériel pas très cher se retrouve très souvent en section de fonctionnement, et le fonctionnement est très limité. Donc on a demandé à augmenter notre section de fonctionnement, mais à faire en fin d'année un rattachement de cette partie photovoltaïque du fonctionnement qu'on rattache en investissement à la fin de l'exercice comptable. Donc c'est très très simple, c'est une manipulation comptable qui nous permet de faire grossir notre enveloppe de fonctionnement, alors que dans des collectivités ça peut être compliqué, et puis de continuer à pouvoir travailler la pose de panneaux solaires en régie. Des actions de réduction des consommations, bien évidemment. Le recours au financement participatif citoyen, c'était une demande des collectivités. Et donc, nous, l'idée, c'était de tester un modèle de financement participatif permettant d'amplifier les capacités d'investissement de la ville. Le maintien d'une capacité d'intervention régie, parce que donc c'est nos agents qui posent les panneaux, souvent, hein, les installations sur toiture terrasse, dont je vous parlerai après. Donc il faut maintenir hein, un niveau de formation, travailler sur l'organisation de la régie pour permettre l'entretien dans la durée des équipements, qui sont aussi générateurs de non-dépenses. Et puis la promotion du modèle vis-à-vis des entreprises du territoire, hein. L'idée c'était de se dire, et je vais rejoindre, il y avait une question juste au début sur quand est-ce qu'on atteindra la parité réseau. La parité réseau, il n'y aura pas un panneau marquant à un moment, ça y est, vous avez atteint la parité réseau. Il y aura des parités réseau. Pour les collectivités locales qui payent leur électricité avec la TVA, par exemple, ce que ne font pas les entreprises, et ben, sur certains contrats, on a atteint la parité réseau. Sur les contrats, notamment d'électricité tarif jaune, on y est, quoi. Et si en plus on est chez Enercop, comme nous, sur des bâtiments, on y est largement. Sur du verre, par exemple, bah, de l'ex-verre, les tarifs sont encore un peu plus bas, on n'est pas tout à fait à la parité réseau, et encore, ça dépend complètement des niveaux de subvention des installations, des coûts, des gains sur, si on fait des effets d'échelle. Nous, là, on va poser une centrale, une grosse centrale en autoconsommation sur un tarif vert, et on y est à la parité réseau. On a un taux de retour sur investissement qui est excellent. Voilà. Hop. Alors, le premier test, c'est cette installation photovoltaïque de l'école de Carmelo. L'idée a été de se dire, on veut, on arrête de vendre de l'électricité. On arrête de la vendre. Donc, si on arrête de la vendre, on n'est plus obligé de faire de l'intégration. On peut faire en fait l'installation la moins chère possible. Et c'est vraiment ça le but, hein, c'est faire l'installation la moins chère possible pour avoir le coût de revient du kilowattheure photovoltaïque produit le plus bas possible. Parce que l'idée, ça va être d'avoir un coût de revient du kilowattheure plus bas que le prix d'achat de l'électricité sur réseau. Et donc là, c'est le travail qui a été fait. On a acheté des panneaux, on a acheté des supports en plastique, là c'était des Suntube, ça se fait plus malheureusement. Les entreprises qui font des supports sont en train d'arrêter d'en faire et c'est bien dommage. Et donc on a lesté ça avec, vous voyez, de la dalle gravillonnée de jardin, là, du truc vraiment pas cher. On est sur donc une installation qui a été pareil dimensionnée en interne, hein. On a acheté une licence sur le logiciel PVSys et posée par les équipes, hein. Ça c'est François Corr là, que vous voyez qui est en train de poser ses panneaux. On a un taux d'autoconsommation qui est de l'ordre de 90%, c'est-à-dire qu'il y a 10% de l'électricité qui est générée par cette centrale qui part dans le réseau, et un taux de couverture d'à peu près 20%, même supérieur, c'est-à-dire qu'il y a plus de 20% d'électricité consommée par l'école qui vient de ces panneaux solaires à l'année. Et on estime sur la première année un coût de revient du kilowattheure de l'ordre de 11 centimes. On en est très content, si on amortit sur 20 ans, etc. Donc l'objectif, c'est d'augmenter notre taux de couverture à terme, mais plutôt avec des actions de MDE. Euh, Ce qu'on a fait, c'est qu'on a suivi les consommations de cette école minute par minute, avec des petits outils et puis des logiciels libres. Et donc, vous voyez le profil de consommation de cette école avant la mise en place
des panneaux solaires. Donc ça, on est en février ou en janvier. Et puis là, juste après, donc on doit être en mars, là, paf. Et donc, vous avez la consommation qui monte le matin, et puis quand le soleil arrive, poum, 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 ce qu'on tire du réseau descend, descend, descend pour tangenter le zéro, et puis ça remonte avec le coucher du soleil. Et quand on fait le bilan des consommations de cette école sur l'année 2015, on est de l'ordre de 43-44 MWh pour une école qui, dans les années 2010, était plutôt à 80, de tirer sur le réseau. Alors les élèves ont fait vachement d'efforts de maîtrise des consos, hein. En 2014, ils ont déjà pas mal, ils avaient déjà pas mal avancé. Bah, en fait, en 2011, 2012, 2013, vous voyez qu'il y avait une petite baisse, hein, par rapport à 2010. Hein. C'est une éco-école, donc ils avaient fait plein de choses super. Et puis 2014, puis 2015, on a une baisse très significative des consommations d'électricité, notamment au fait qu'on a aussi les ballons d'eau chaude qui se déclenchaient la nuit, là qu'on voit en haut. Bon, on les a mis à se déclencher à midi. Voilà. Donc, bah, on s'est dit, ça y est, ça marche. Tiens, si on faisait un modèle économique pour faire de l'investissement citoyen autour de l'autoconsommation. Donc là, ça a été un travail qui a été mené grâce à la boucle énergétique locale, à l'Agence locale de l'énergie, à Lorient Agglomération. La boucle énergétique, c'est la région, donc c'est qu'on finançait et animait un dispositif qui nous permet de discuter ensemble avec les acteurs de l'énergie sur la ville de Lorient, sur même le territoire de Lorient Agglomération. Et donc on a rencontré le collectif Bretagne Énergie Citoyenne, qui avait mis en place un toit solaire, donc un modèle d'investissement participatif avec vente de l'électricité qui était posé sur une biocoop, et puis qui cherchait des nouveaux projets, mais qui avait du mal parce que bah, le modèle de vente était plus intéressant. Donc on leur a dit, est-ce que vous seriez intéressé pour travailler sur un modèle autour de l'autoconsommation? Ok, pas de souci. Et donc on a travaillé quasiment 2 ans, hein, autour de ces questions. Bretagne Énergie Citoyenne réfléchissant au montage qui permettait de faire le travail, et puis nous réfléchissions, pareil, à la légalité de notre affaire. Et on a mis en place, en fait, une étude de faisabilité. Alors je vais passer quelques diapos parce qu'elle est en bas, elle est dans les annexes. Tac, 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 tac. Voilà, on a mis en place une étude, alors je vais même faire un aller-retour, avec Espul et le cabinet d'avocats Brun-Cessac, en réfléchissant, est-ce qu'on pouvait mettre en place de l'allocation, du crédit bail. Le crédit bail, c'est super intéressant parce qu'à la fin, on est possesseur de l'installation, mais il faut des sociétés financières, donc c'est abominable. Et puis l'allocation, ben, c'est moins intéressant parce qu'on n'est pas propriétaire à la fin du contrat, autrement ça serait du crédit bail, mais tout le monde peut y répondre. Et on est parti sur une durée de location de 15 ans, ni trop long pour la collectivité, ni trop court pour la société, hein, qui aime bien amortir son investissement sur un temps long. Et puis, le devenir des panneaux à l'issue du contrat est à négocier par acte séparé. On a lancé un premier appel d'offres, bah, c'était un MAPA, un marché à procédure adaptée, pour un lot de 45 kW de crête. Et donc, on avait mis la qualité technique et d'autres choses, la qualité de l'implication des habitants et la qualité de l'animation, c'est-à-dire qu'on fait, on fait aussi de l'éducation populaire avec cette affaire. Et voici le montage. Donc, la ville de Lorient achète des micro-onduleurs, achète des supports, pose les panneaux, mais loue ces panneaux, hein. On ne possède pas les panneaux solaires. Les panneaux solaires sont possédés par le collectif citoyen qui nous les livre. Il nous les a livrés aux ateliers de la ville, hein, et donc nous, on s'est débrouillé pour les monter sur le toit et puis pour les poser nous-mêmes. Et les citoyens nous doivent, dans chacun des 2 bâtiments sur lesquels les panneaux ont été posés, des actions de sensibilisation, soit avec les enfants quand c'est une école, soit avec les usagers de la mairie ou les agents de la mairie quand c'est une mairie. Et l'idée, c'est qu'à terme, on réussisse à mettre en place un modèle qui nous permette un prix d'électricité produite inférieur au prix d'achat d'électricité sur le réseau. Alors pour être très très honnête, sur la première opération, on n'y est pas du tout. On est plutôt du côté de 18 centimes du kilowattheure sur les 15 ans, parce que nous, on paye dans le cadre de cette première opération l'ensemble des frais fixes de la société. La société qui a été créée, donc c'est une SAS, par action simplifiée, qui paye un commissaire aux comptes, qui paye des frais bancaires, qui paye une assurance, qui paye plein de choses. Et tout ça est répercuté sur l'unique marché qu'ils ont actuellement, donc c'est le nôtre. Donc on a des coûts d'électricité un peu élevés. Sauf que sur le deuxième marché, sur lequel ils pourraient répondre, il serait nettement moins cher et nettement plus compétitif. Et là, je pense qu'on sera en dessous des prix d'achat d'électricité sur le réseau. Hein, dans mes 18 centimes, je compte l'amortissement de mes équipements que j'ai achetés aussi, hein. Je fais le calcul complet. Voilà, voilà. Alors, bah, ça marche bien cette affaire parce que du coup, ça nous a permis. Alors, nous, c'est super intéressant parce que en tant que collectivité, j'ai une facture d'électricité qui est de à peu près 1 million d'euros, même plus, 1,3 million d'euros si je compte l'éclairage public par an.
Et moi, ça me permet d'acheter des panneaux solaires grâce à ma facture d'électricité. Ça me permet de créer des centrales de production grâce à mes factures d'électricité. Ce que je fais en fait quand j'achète de l'électricité d'EDF ou d'Engie ou de Direct Energy ou de Enercop, c'est que grâce à ma facture d'électricité, ces acteurs peuvent se payer des centrales de production. Bah là, je fais la même chose, sauf que les centrales de production, je les pose sur le toit de la mairie ou sur le toit d'une école. Donc c'est des centrales de production locales. Et bah, moi, ça me dégage un budget gigantesque, hein. J'ai 1 million d'euros par an donc je transforme de la facture d'électricité en contrat de location. Et dans mon projet budgétaire, j'ai une petite sous-imputation comptable pour la mairie, puis je mets facture d'électricité pour l'année 2017 et coût de location des panneaux pour l'année 2017. Donc, on avait en 2015 125 kW crête sur l'ensemble du patrimoine. Et en 2016, on a posé 4 installations en autoconso. Donc l'école Lanveur qu'on a payé tout seul comme des grands, 9 kW, c'est une toute petite, hein, mais il n'y avait pas beaucoup de toit. L'école de Kéroman, qui est une plus grosse, qu'on a surdimensionnée, qui va faire de la vente du surplus. Donc il y a de l'autoconsommation, mais aussi de la vente du surplus. Et là, on est sur une 36 et on a un peu surdimensionné notre affaire parce qu'on avait une subvention de la région dans le cadre de la boucle énergétique de 40%. Donc merci la région. Merci à Boucle. Et puis la mairie et l'école, 45 kW crête en financement participatif citoyen. C'est-à-dire que j'ai rajouté en 2016 90 kW crête, hein. Vous voyez, ça c'est la pose, la quantité de panneaux, ouais, en termes de puissance quoi, installée chaque année. Hein, c'est pas cumulé, hein, en 2006 on avait un tout petit truc, en 2008 un petit machin, 2010 c'est le stade, bam, on en a fait plein. Et puis après il y avait une grosse installation aussi, ça c'est ce qui s'est passé, donc ça c'est Kermelo qu'on a dû compter en 2015, bref. Et donc en 2016, la plus grosse année, hein, on a quasiment doublé. Et on doublera l'année prochaine, on va mettre une installation en autoconsommation qui fera 95 kW crête de puissance, donc pour des sites très consommateurs. Donc nous, le financement participatif citoyen, ça permet d'amplifier la politique photovoltaïque de la ville. On ne m'avait pas donné un budget d'investissement gigantesque, mais les villes sont confrontées à des gros problèmes budgétaire, en tout cas nous, Ville de Lorient, donc on ne peut pas avoir un investissement aussi gros qu'on le souhaiterait, même si on réfléchit à mettre en place une régie comme Rennes. Et puis le financement participatif citoyen, bah, ça permet surtout de coupler production d'électricité et action pédagogique. C'est-à-dire que sur la mairie et sur l'école, et ben, moi aujourd'hui je paye, grâce à mes factures d'électricité, de l'animation pédagogique sur la sensibilisation au développement durable. Voilà, j'ai fait le tour, donc j'ai regardé les questions. Merci beaucoup, Pierre. Ce que je propose, c'est que pendant que tu regardes les questions sur ton petit fil, il y avait un certain nombre de questions qui n'avaient pas été traitées par Anne-Claire. Peut-être qu'Anne-Claire peut prendre le relais le temps que tu regardes un peu les questions. Anne-Claire, c'est à toi. Oui, j'ai regroupé les questions, donc je ne saurais plus dire qui a dit quoi. Donc vous vous reconnaîtriez normalement. Vous reconnaîtrez. Il y avait une question sur le cas d'un village et une autre question sur le cas d'une copropriété. Donc le cas du village, c'est de dire bah, si le village finalement il est sur un même poste donc couvert dans le périmètre hein, de définition de l'autoconsommation collective, c'est-à-dire qu'on peut faire un projet d'autoconsommation collective. Alors moi je voudrais juste, en parlant du village, interroger sur le type d'usage qu'il y a dans ce village, donc le type de mode de consommation. Si vous êtes sur du village où il n'y a que du résidentiel, hein, je pense que ça va être le cas d'un hameau et d'un petit village justement couvert par un seul poste, vous aurez des profils d'autoconsommation de fait qui ne seront pas suffisants. Enfin, vous aurez forcément de l'injection du surplus, il y aura forcément une logique à un moment donné d'injection, je parle du surplus. Alors, enfin, en tout cas, il y aura une réflexion à avoir sur la vente d'électricité qui ne sera pas du coup consommée directement sur le village, ce qui risque d'être le cas s'il n'y a que du résidentiel. Donc ça, je vous renvoie aussi à cette notion de taux d'autoconsommation, taux d'autoproduction, hein, pour aussi bien cibler les bons profils, on va dire, pour que soit, enfin, de bons profils pertinents, on va dire, pour développer ce type de système. Autrement dit, hein, si finalement vous développez pour qu'il y ait 10%, je sais pas, de la production qui soit consommée localement, qu'il y a toute une complexité comme administrative, juridique derrière, bah voilà, faisons attention à faire des choses aussi plutôt simples que de se compliquer
de se compliquer. Après, ça pourra donner lieu, lorsqu'on est dans le résidentiel, on peut donner lieu à des actions pour essayer de, comme on a dit tout à l'heure, par exemple déclencher les ballons d'eau chaude en heure solaire. Faut-il avoir des ballons d'eau chaude électriques déjà, d'une part. Et puis ça suffira pas pour augmenter de manière sensible le taux d'autoconsommation. Donc attention aussi à ne pas se limiter à cette logique-là dans des cas où des profils sont moins adaptés. Il y avait le cas de la copropriété où là c'est un peu différent parce qu'en plus c'était une copropriété qui avait des usages mixtes. Donc il y avait un usage résidentiel et aussi des usages commerciaux avec donc des rez-de-chaussée commerciaux. Donc là on a des choses qui sont plus pertinentes en termes de profil, d'autoconsommation. Et là, la question qui était posée, c'était de dire, mais si finalement la colonne montante est privée, est-ce que je ne serais pas dans le cas de l'autoconsommation individuelle? Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est pour des bâtiments neufs, on est beaucoup plus sur des logiques de colonne montante publique. Et donc, à partir du moment où on a une colonne montante publique, on se retrouve effectivement dans des logiques d'autoconsommation collective. Je peux montrer éventuellement des schémas qui sont dans mes annexes, donc des schémas qui sont relatifs à la copropriété. Alors c'est vrai qu'ici, si on est dans une logique de colonne montante privée, on est dans une logique de sous-compteur, mais là c'est comme si on imaginait d'avoir un seul compteur public, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Lorsque vous êtes même en colonne montante privée, vous avez quand même bien des compteurs qui sont publics ici. Ce que j'ai surtout vous montrer, c'était la suite, c'est-à-dire que certaines personnes ou porteurs de projets ont pu parfois réfléchir à une solution de dire bah, ma colonne montante est publique. Finalement, si je veux faire l'autoconsommation, il va falloir que je tire que je mette un panneau par logement. Enfin, en gros, que je découpe autant de fois mon installation qu'il y a de logements ou en tout cas de consommateurs. Donc ça, attention à ce type de système très coûteux en termes de structure, en termes de coûts de câbles, etc., qui n'a pas forcément plus d'intérêt collectif, puisque ça va être calé sur le profil individuel de chacun, donc ça va même pas permettre de foisonner l'ensemble des consommateurs. Donc là, la logique justement de l'autoconsommation collective, alors là, je suis, pardon, encore sur une notion qui peut être individuelle, c'est-à-dire que plutôt que de mettre un panneau par logement, on peut au moins raccorder le système photovoltaïque sur les communs. Donc là, il n'y a plus qu'un point du coup, de soutirage, point d'injection, et puis avec de la vente du surplus s'il y a besoin. Et l'idée de l'autoconsommation collective, alors je n'ai peut-être pas l'image comme il faut, mais c'est cette notion où on va venir injecter, comme on disait, la totalité finalement, et que c'est par du comptage virtuel qu'on va venir l'affecter au logement. Voilà. Donc, quelque part, c'est remplacer une infrastructure réseau qui serait de tirer un câble à chacun, avec un chaque panneau, etc., par une logique, une infrastructure logicielle, par le comptage virtuel. Voilà ce qu'il en est pour ces questions-là. J'espère y avoir répondu. Sinon, il y avait une question sur la notion du périmètre finalement d'application de l'autoconsommation collective avec un exemple de consommateurs producteurs raccordés en HTA et puis d'autres consommateurs qui seraient raccordés du coup en basse tension sub 36. Alors là, effectivement, encore une fois, si on passe par le réseau HTA, il n'y a plus cette notion de réseau d'autoconsommation collective. Et là, je vous renverrai plutôt à des modèles type raccordement indirect. Et du coup, c'est une logique qui serait de dire, bah, on va dissocier finalement effectivement ma consommation HTA et ma consommation de mes autres bâtiments. Donc il n'y a plus une logique collective. Mais pour le site en lui-même, HTA, HTA, peut-être une réflexion à avoir sur le raccordement indirect. Donc là, je vous renvoie soit à photovoltaique.info pour plus d'informations, ou sinon à la formation où je détaillerai cela. Merci Anne-Claire. Je pense que Pierre, tu as eu à la fois la possibilité d'écouter Anne-Claire et en même temps de lire ton fil avec toutes ces questions qui t'ont été posées. Donc je te laisse, on a largement le temps là, on a une bonne demi-heure encore pour répondre à toutes ces questions. Alors, on commence par une question dure. Bertrand Rodriguez, qui dit une collectivité maître d'ouvrage pourrait vendre de l'électricité à ses entreprises locataires. Alors, nous, tout ce qu'on a voulu faire, c'est surtout jamais vendre d'électricité dans le modèle. C'est pour ça qu'on a fait de la location de panneaux solaires, parce que je voulais pas me risquer au modèle de devenir producteur, etc. Anne-Claire, elle pourrait y répondre. Il faut être gestionnaire d'équilibre quand on est producteur d'électricité. Il y a tout un tas de trucs un peu compliqués comme ça, il me semble, hein. C'est le terme fournisseur. Vas-y. Non, Oui, juste pour dire fournisseur, ouais. fournisseur, voilà. Effectivement, l'enjeu c'est qu'on soit pas fournisseur, sinon, aujourd'hui ça existe déjà un modèle de fournisseur. L'enjeu c'est d'avoir un statut qui ne soit pas celui du fournisseur, tout à fait. Voilà, donc il faut. Moi j'aime. Alors après, c'est parce que c'est le modèle qu'on a développé. Je trouve que le contrat de location est assez intéressant parce qu'en fait,
on fait une sorte de coût fixe d'une partie de l'électricité, et puis un coût variable du complément qu'on achète sur le marché. Donc voilà, c'est quelque chose de très simple que tout le monde peut faire et qui demande aucune subtilité juridique parce que tout le monde en fait déjà de la location. Alors, donc ça c'est Marianne Breton qui pose la question, sur aspect comptable, juridique, comment financez-vous l'investissement en régie avec du financement participatif? On a un budget d'investissement, c'est notre budget de 60 000 euros, donc on fait des petits lots, hein. On achète des onduleurs, on achète des supports, mais on achète des dalles gravillonnées, ce qui est un tout petit marché, hein, parce qu'on en a pour quelques centaines, voire milliers d'euros sur une installation en dalles gravillonnées. Donc là, on a même une section de fonctionnement, hein, comme je disais, pour acheter de la dalle gravillonnée qui va se rattacher à la fin de l'année à de l'investissement. Et le financement participatif, nous, on n'y voit pas grand-chose. En fait, on a juste un contrat de location avec une société par action citoyenne. Les villes ne peuvent-elles pas récupérer la TVA sur l'énergie? Oui, sur les secteurs assujettis, c'est-à-dire c'est des secteurs qui sont dans le domaine commercial, et par exemple les écoles ne sont pas assujetties, donc on ne doit pas trop pouvoir récupérer de la TVA quand on vend de l'électricité photovoltaïque qui est sur une école. Il faut que ça soit il me semble, des établissements commerciaux. Alors, on est en train de travailler, mais Rennes a sûrement dû le faire aussi. Nous, on travaille à la ville de Lorient, on a demandé conseil à notre avocat conseil, justement, sur toutes ces joyeusetés de TVA liées au photovoltaïque. Parce qu'on a vraiment l'ambition de créer une régie photovoltaïque. Ben, une ambition. Moi, j'ai l'ambition, après, il faut que les autres aient la même ambition que moi. Mais voilà, en tout cas, je pense que c'est un outil hyper important. On génère pas mal de recettes, hein. On est à 40 et quelques milliers d'euros de recettes par an, voire même les très bonnes années où il y a plein de soleil, on peut faire 50 000. Faut pas trop, voilà, on est encore dans une sorte d'exemption. Il y a un forfait où on a le droit de pas payer de TVA, mais bon, moi je pense qu'il faudrait s'assujettir à la TVA. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra trier ce qui est assujettissable, ce qui l'est pas, etc., etc. Donc là, pour la mairie et les écoles, en tout cas, ça marche pas. Alors, Julien Arnaud, bah, c'est Julien, ah non, c'est Olivier qui a posé cette question. Du coup, ça tient économiquement parce que vous sortez une bonne partie du coût d'installation via vos équipes municipales. Si installateur normal, ça passe moins bien. Ouais, c'est la prochaine étape. De voir comment ça pourrait marcher avec une installation. Effectivement, nous, on a réussi à le faire du premier coup parce qu'on avait sorti pas mal de coûts, notamment les coûts d'installation, on les a fait tout seuls. Il y a une autre commune à côté de Lorient qui s'appelle Lanester qui est en réflexion sur ce modèle et eux ils aimeraient bien, ou en tout cas ils sont en réflexion sur le sortir de façon moins en régie. Et là-dessus, moi je commence à travailler avec les acteurs locaux et deux, trois acteurs parisiens sur pourquoi pas créer des chantiers participatifs de pause aussi, hein, avec recours à des entreprises de formation, etc., où on pourrait sans doute avoir des choses intéressantes. Voilà, effectivement. Et puis peut-être il y a certains modèles, hein, sur des choses un peu plus rentables, peut-être, où on pourrait avoir un modèle économique qui passerait très bien avec un installateur. En fait, ça va dépendre du prix auquel vous souhaitez sortir l'électricité. Nous, comme on voulait le prix le moins cher possible, ben voilà. Mais si on a des sociétés qui sont déjà un peu constituées, ça pourrait peut-être passer avec un installateur normal. Alors, Pierre L'Huillier. Sans l'installation des modules via la régie, le modèle d'autoconsommation serait-il toujours avantageux économiquement? Déjà là, alors, oui, oui, oui. Quand on a installé nos panneaux solaires sur l'école de Kéroman, on a eu une subvention de 40% de la région, mais là, on s'en est servi pour surdimensionner notre installation. Mais autrement, ça passait. Autrement, ça passait. Et on va avoir, pareil, une autre installation sur une école d'art. Bon, là, pareil, il y a un bout de subvention, mais économiquement, on peut être sur des choses qui passent. Ça dépend des sites. Faut surtout pas qu'il y ait de renfort de charpente à faire. Il faut qu'il y ait des installations les plus simples possibles. Il faut aller piquer les bâtiments les plus simples à faire. Faut pas commencer par les bâtiments compliqués, parce que là, évidemment, ça passe pas. Mais nous, on s'aperçoit qu'on récupère toujours, un moment ou un autre, un petit bout de subvention de la région, de l'agglo, de l'État avec territoire et énergie positive pour la croissance verte. Alors là, c'est open bar, hein, TEPCV, c'est 80% de subvention, donc on peut poser ce qu'on veut, ça sera rentable. Mais bon, c'est peut-être pas pérenne. Voilà.
Moi, mon tarif, oui, il y avait une question. Olivier me dit, est-ce que l'achat des onduleurs est inclus dans mon calcul? Oui, quand je pars de mes 18 centimes, j'ai mis mes onduleurs dedans. Alors, Jacques Grondal, est-ce qu'il y a possibilité de récupérer le cahier des charges? Oui, oui, on le mettra. Il faut que je fasse ce boulot-là. Il sera transmis à Énergie Partagée. Je le mettrai aussi sur un autre petit site qui s'appelle Les Énergiques, avec qui je collabore régulièrement. Voilà, donc il sera disponible partout sur Internet un jour ou l'autre, rapidement. Si je comprends bien, la ville loue les panneaux solaires qu'elle a installés pour bénéficier de l'électricité autoproduite, mais les panneaux appartiennent à la société par action simplifiée. Vous avez tout compris. Fanny Lemaire qui me demande, dans ce cas, s'il y a vente du surplus, c'est la SS qui en bénéficie. On n'a pas mis de vente du surplus. En plus, on est sur une toute petite installation qui est branchée sur un tarif vert. L'achat d'électricité sur ce site, c'est du vert. Donc on ne vend pas le surplus. En plus, en fait, la puissance maximale de l'installation est sous le talon de consommation de l'équipement. C'est-à-dire que même si elle produit à pleine balle un dimanche, le dimanche 21 juin à midi, elle réussit même pas à équilibrer l'ensemble de la consommation de l'appel de puissance du site. Donc là, il y aura zéro vente du surplus sur l'installation de la mairie, par exemple. Et sur l'école, oui, en fait, on rejette l'électricité dans le réseau avec un dimensionnement qui fait qu'on en rejette le moins possible, hein, sur, comment ça s'appelle, l'école de Carmelo, c'est, comme je vous disais, c'est 10%. Vincent Poisa, tu transformes ton budget électricité en budget achat de centrale PV. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pas, en fait, non. C'est pas de l'achat de centrale PV parce qu'on la loue. Donc, je transforme mon budget électricité en budget location de centrale PV. Et à la fin, effectivement, il y aura dans 15 ans, ouais, dans 15 ans, il y aura une réflexion sur que deviennent les centrales. Dans le cadre du contrat de location qu'on a signé, les citoyens doivent redescendre leurs panneaux. Hein, on leur met à disposition sur le toit et puis ils se débrouillent pour les redescendre. Donc c'est un peu embêtant pour eux. En même temps, ils en sont propriétaires. Donc tout ce qu'on espère, c'est que d'ici 15 ans, on trouvera le meilleur modus operandi possible. Ça peut être de faire un acte séparé et d'acheter les panneaux à une valeur résiduelle, ça pourrait être imaginé. Mais ça peut être aussi de finalement laisser ces panneaux repartir et les vendre, je sais pas, ou en faire panneaux solaires sans frontières ou panneaux solaires pour tous, et puis que nous, on se rachète des jolis panneaux avec des rendements supérieurs. Peut-être qu'on sera très content de se dire, tiens, dans 15 ans, on pourrait avoir des panneaux solaires au top de ce qui se fait dans 15 ans. Ou repartir sur un contrat de location pour 15 nouvelles années avec des nouveaux panneaux efficaces, quoi. On verra comment ça se passera dans 15 ans. Moni, École Carmelo, ce bâtiment est-il occupé l'été, juillet, août? Dans le cas contraire, comment gérer la production photovoltaïque à ces périodes? Eh ben, il est occupé par des centres de loisirs, hein. Les écoles ont souvent des centres de loisirs, et les centres de loisirs, ça fait tourner les cantines. Et les cantines, eh ben, ça consomme de l'énergie, notamment électrique. Donc c'est très bien. Et puis en plus, il y a des petits bâtiments, des petits locaux associatifs souvent dans les écoles. En tout cas à la ville de Lorient, hein, comme on a des écoles très 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 surdimensionnées, qui étaient dimensionnées pour le baby-boom, dans une ville qui a perdu facilement 10-15 000 habitants depuis 30 ans. On a des bâtiments surdimensionnés. Donc c'est des locaux associatifs, donc ils sont occupés l'été aussi, parce que ça peut être des associations très professionnelles, hein, avec des salariés qui travaillent l'été. Et la surproduction photovoltaïque part tranquillement dans le réseau, même si je pense qu'on va se mettre un de ces quatre à faire de la vente du surplus là-dessus. Mais là, on ne le faisait pas jusqu'à présent parce qu'on n'avait pas de compteur qui comptait dans les deux sens. Et maintenant qu'on a installé le compteur, le Linky jaune, en fait, ce qui s'appelle le compteur PME-PMI, il sait compter dans les deux sens. Et là, on va sans doute se faire un peu de bonus en vendant le surplus. Ça, c'est très très bien, hein, ces compteurs qui savent compter dans les deux sens. C'est quand même une sacrée bonne nouvelle pour la mise en place des panneaux solaires, je trouve. Ouais, alors, excuse-moi, Pierre, effectivement, j'avais raté, j'avais fait une petite erreur de routage. J'ai retrouvé la question de Jacques Grondal. Les élus avaient-ils déjà une logique d'achat de l'électricité sur Enercop? Oui, on a lancé l'achat d'électricité sur Enercop quand on a repris intégralement les marchés d'électricité. Et alors, de mémoire, ça s'est passé en 2014 en fait. On a monté une réflexion
avec un bureau d'études. On a repris, la ville de Lorient achetait l'électricité sur le marché depuis 2004. Hein, il y avait eu l'autorisation de passage et donc la ville avait dit, bah, nous, allez, on passe sur le marché dès 2004. Et donc ça a été un peu l'euphorie en 2005-2006 avec une baisse des tarifs de l'électricité par rapport aux tarifs régulés. Et puis après, c'était moins rigolo, quoi. Et puis 2013, c'était la cata, hein. Le marché 2013-2014 était extrêmement défavorable, hein. Et donc on a repris avec un bureau d'études qui est du côté de Saillant, hein, dans la Bio-Vallée, là. On a donc un bureau d'études tout petit, mais qui nous a fait un super boulot. On a repris l'ensemble des contrats et on était en démarche Citergy. Et la démarche Citergy, il y a un de ces indicateurs qui demande la quantité d'électricité renouvelable consommée par le patrimoine municipal. Et nous, on disait, bah super, on en a plein d'électricité renouvelable, on a des garanties d'origine. Et Citergy nous a dit, bah non, ça c'est pas de l'électricité renouvelable parce que nous, on veut que vous prouviez que le fait que vous achetiez de l'électricité introduit l'ajout d'une nouvelle quantité d'électricité renouvelable dans le réseau, que vous ne vous contentez pas de vivre sur des trucs qui sont déjà installés. Et en fait, les garanties d'origine, vert standard, c'est exactement ça, hein. C'est un truc, on n'a aucune, bah, ça ne sert pas du tout à développer des nouvelles installations. Donc on a travaillé sur un marché un peu expérimental qu'on a fait en MAPA, à côté de nos lots très très significatifs. Donc c'était pour 11 bâtiments à l'époque, et donc sur de l'électricité additionnelle. On a mis plutôt les écoles dessus. Et donc, qu'arriva-t-il? C'est Enercop qui gagna ce marché, donc qui a pu rentrer dans nos comptabilités d'électricité renouvelable utilisées par la ville. Et donc, notamment l'école de Carmelo était chez Enercop. Et là, ça rentabilise énormément la pose de panneaux solaires, hein, parce que nous, sur Carmelo, on estime qu'on a un coût de sortie de 11-12 centimes du kilowattheure. Donc, comme on l'achète plutôt du côté de 17, même s'il faut enlever des parts fixes, etc., on est quand même rentable. Là, on a atteint la parité réseau sur cette école, par exemple. Donc, l'achat d'électricité par Enercop a été mis en œuvre depuis 2015 sur 11 bâtiments. Et là, on est passé en 2017 là, à 17 bâtiments. Peut-être qu'en 2018, on fera 18 bâtiments. On fait 1 gigawattheure maintenant d'achat chez Enercop chaque année. Et le but, c'est que, en tout cas, moi, ce que je fais dans mes prospectives financières, c'est d'imaginer 100% d'électricité renouvelable, mais vraiment renouvelable, avec ce critère d'additionnalité, en 2020 pour les bâtiments. Donc, ma prospective financière est basée sur la généralisation dans les futurs marchés. Donc, avis à tous les producteurs d'électricité renouvelable. Je, Oui, re- je reprends le fil des questions là où j'avais fait l'erreur pour une question de Moni sur l'école Carmelo. Justement, ce bâtiment est-il occupé l'été, en juillet-août? Et dans le cas j'en ai contraire, parlé. voilà, J'en ai d'accord, parlé. J'ai fait la réponse. d'accord, ok. J'espère que Bon, oui, on les a. je te laisse la suite des questions. Alors, il y a une question, Bertrand Rodriguez, qui pose des questions intéressantes. Sur une toiture photovoltaïque, sur un bâtiment public, nous avons proposé non pas un loyer, mais une installation d'autoconsommation gratuite. Peut-on le faire? Bah, oui, si, je sais pas, si vous avez gagné au loto, oui. Je ne sais pas comment ça marche, c'est le modèle économique comment vous avez l'argent pour payer la centrale. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Moi, j'ai pas de. Bah, je pense que s'il n'y a pas de. C'est compliqué, hein. Voilà, bah, si vous pouvez compléter, ça serait sûrement très intéressant. Je crois qu'il est en train de le faire, là, je vois que ça écrit sur le fil commun, donc je vais te relayer ça tout de suite. Alors, comment se rémunère la SAS citoyenne? Eh ben, on verse des loyers. Et donc, bah, la SAS, avec ses loyers, paye ses charges, donc son amortissement comptable de ses panneaux solaires, et puis paye son assureur, paye sa banque, et puis avec le bénéfice, eh ben, il fait des dividendes. Et donc, le modèle économique de la SAS a été construit autour d'un dividende de 1% net d'impôt pour les actionnaires. C'était ça le but, et puis après, ils ont recalculé en arrière les tarifs qu'ils pouvaient faire grâce à ça. Super. Hop, comment se rémunère? La location est-elle soumise à la règle des marchés publics? Ah oui, oui. Bah, tout est soumis au marché public dans les collectivités. Tout est soumis au marché public. Sauf qu'il y a des fois où on a le droit de ne pas faire de pub.
Mais une collectivité ne fait que des marchés publics avec des procédures plus ou moins simples ou simplifiées. Donc on a fait un appel, un MAPA, un marché à procédure adaptée, c'est-à-dire que le marché à procédure adaptée, c'est assez sympa parce qu'on a le droit de faire des négociations, on a des temps de publicité qui sont plus faibles, mais il y a eu une vraie publication au bulletin officiel des annonces de marché public, là, au Bourran, sur d'autres sites en Bretagne, mais on a eu pas mal de retraits de dossiers. Et heureusement qu'il y avait une société citoyenne locale qui avait déjà un peu réfléchi à l'histoire, parce que bah, il n'y en a qu'une qui a déposé un dossier. Mais on a eu plusieurs retraits de dossiers quand même. Voilà, voilà. Donc, Enercop. Et donc, bah, moi, j'ai fini mes questions hein, par Enercop, sauf cette affaire si je pouvais avoir l'autre question de monsieur. Alors, je vais regarder dans tout le monde. Ah oui. Voilà, il y a des tas de trucs qui arrivent. Mhm. Alors, j'ai une autre question. Pourquoi une SAS, c'est pas une SIC? Je vais remonter je remonte, et pas une SIC SAS. Il faudra demander aux actionnaires. En fait, le principe de la SAS, c'est qu'il y a une sortie, une entrée de capital facile et pas chère. C'est vraiment ça qui est intéressant avec la SAS. C'est la capacité à avoir du capital variable, d'après ce que j'ai compris. Les SIC, c'est plus complexe. Voilà. Imposez-vous une bonne performance énergétique des bâtiments où est faite l'installation. En fait, on fait l'inverse. Ben, on fait l'inverse. On essaye de travailler quand on va mettre en place l'installation avec les équipes enseignantes, avec les personnes qui font l'entretien, à optimiser l'installation, la consommation d'énergie. C'est-à-dire que les énergies renouvelables sont un prétexte pour nous pour aller dans les sites et faire un travail autour des consommations. On a mis un peu à l'envers le principe négawatt, hein, qui est d'abord sobriété, après efficacité et après énergie renouvelable. Et nous on dit peut-être que le fil qu'on peut tirer, la pelote, c'est les énergies renouvelables qui nous permettent, du fait de leurs contraintes, de faire de la sobriété et de l'efficacité. Le tarif d'achat sur un 9 kW crête peut apporter suffisamment de bénéfices pour l'autoconso. Oui, sauf que ça, c'est sur de l'impose, c'est sur du surimposé ou de l'intégré, et puis que nous, on voulait un truc pas cher. Donc là, on n'avait pas de tarif d'achat. Donc voilà, donc du coup, on a fait de l'autoconso. Alors, Et si, oui, Pierre, je voulais juste interrompre 2 secondes parce que j'avais routé une bien sûr. question de Clarisse Dulac d'Enercop vers Anne-Claire à propos Bien du sûr. statut de fournisseur. Anne-Claire, est-ce que tu as Oui, eu le temps de la voir? Ouais. oui, pas de souci. Oui, c'était juste pour clarifier peut-être qu'à un moment donné, il y a une confusion dans les termes, hein. C'est pas le fait d'être producteur qui fait qu'on peut être qualifié en fournisseur, mais c'est le fait d'être producteur pour venir approvisionner des consommateurs qui ne sont pas sur le même point de raccordement, mais qui sont sur un autre endroit du réseau, basse tension. C'est là où le risque aujourd'hui, et c'est là où la définition de l'autoconsommation collective, elle est très bordée. euh, c'est parce qu'on ne veut pas justement avoir ce statut de fournisseur, sinon si on est fournisseur, on a donc toutes les taxes qui sont afférentes et les obligations. Voilà, donc c'est pas le fait d'être producteur, on est bien d'accord, hein, c'est le fait d'être producteur en voulant finalement être en lien avec des consommateurs. euh, enfin, c'est un terme d'approvisionnement, peut-être on pourrait dire ça comme ça, mais voilà, j'espère que c'est plus clair. Merci, merci Anne-Claire. Pierre, tu reprends le fil du coup? Alors, j'ai une question de Florent Martineau qui me demande si j'ai un contrat de maintenance. En fait, non, on fait la maintenance en régie. Et après, on a un contrat très global. Vous avez ça sûrement dans vos collectivités, pour ceux qui ont des collectivités, sur le suivi des équipements électriques. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est une sorte de contrat de maintenance un peu multitâche dans lequel on met, nous, on va mettre les panneaux solaires hein, dans le prochain Corcade. Voilà, ils font des tas de trucs, hein, la sécurité incendie, ils regardent si il n'y a pas de problème dans le tableau électrique et tout ça, bah, ils feront aussi les panneaux solaires. Et après, sur la gestion des panneaux solaires, c'est quand même bien simple, hein, franchement, surtout qu'on a des micro-onduleurs, donc quand il y en a un qui tombe en rade, l'ensemble du site des panneaux continue à produire. Donc nous, on a un suivi régulier. D'ailleurs, c'est la secrétaire du service environnement hein, qui fait ça maintenant, hein, qui fait le suivi et les recettes des consommations, bah, suivi des productions photovoltaïques et les recettes. Et c'est elle qui nous signale quand elle voit qu'il y a des trucs qui lui paraissent bizarres, que c'est un moins produit que d'habitude, etc.
c'est un travail en plus super, super sympa. Alors, quel est le montant du loyer auprès de la SAS? De mémoire, en TTC, on est du côté des 9 000 euros, ce qui veut dire qu'elle, elle touche 7 000. Et à l'intérieur de ça, il y a l'allocation des panneaux, mais il y a aussi le volet animation, hein. C'est-à-dire que c'est pas uniquement 7 000 pour l'allocation des panneaux. Il y a tout un tas d'heures d'animation chaque année pendant 15 ans. Moi, mon équation économique sur mon prix du kilowattheure, j'ai enlevé le temps d'animation, qui est quelque chose qui est autre. Et d'ailleurs, ça me permet aussi de payer de l'animation au développement durable grâce à ma facture d'électricité ou à mon budget électricité, ce qui m'arrange parce que j'avais des budgets d'éducation environnement standard qui étaient vraiment des pots de chagrin. Alors, quel montant du marché? La location était oui, soumise. Bon, bah, c'est bon, j'avais répondu à ça. Est-ce qu'il y a des questions à la fin? Au lieu d'un loyer, posez-vous une bonne performance énergétique, ça j'ai fait. Marché public aussi pour une mise à disposition d'une toiture. Ben non, on ne met pas à disposition la toiture, hein, c'est notre toiture, et puis on met les panneaux sur notre toiture. Donc on a juste loué. Et alors si vous voulez mettre à disposition une toiture, il me semble que vous devez quand même faire un marché, même si on vous donne de l'argent. Vous devez mettre en concurrence, en tout cas, vous devez faire une mise en concurrence, même si on vous donne de l'argent. À voir. Ensuite, qui sont les actionnaires de la SAS? Il y a 66 actionnaires, c'est plutôt c'est des habitants, et il y en a qui habitent, y compris pas dans l'agglo, mais j'ai pas une connaissance totale des actionnaires, mais il me semble qu'il y a des Pontiviens là-dedans, des gens de Pontivy, donc voilà. Mais c'était plutôt l'agglo parce que la campagne de collecte de l'argent a été faite sur l'agglo, hein, en direct par la société, par l'association, on s'y met. Donc il n'y avait pas de campagne internet, de crowdfunding ou de choses comme ça. Je vois qu'il y a Voilà. une question là de Commange. Alors, je ne sais pas si c'est une dame ou un monsieur. Déçu de la réponse, si pas d'investissement préalable dans l'efficacité énergétique du bâtiment, support des panneaux, ne serait-il pas plus judicieux de réinvestir vos gains sur la réhabilitation et améliorer l'efficacité énergétique? Bien Négawatt dit sûr, bien que bien sûr, sobriété, puis efficacité, puis production bien de... sûr, c'est évidemment ce qu'il faut faire et c'est ce qu'on fera. Mais moi j'ai un souci, c'est que mes gains, quand je baisse mes factures d'électricité ou quand je baisse mes coûts d'électricité, c'est sur le budget principal et donc on ne réaffecte pas des recettes en comptabilité publique et c'est ce qu'on me retourne régulièrement. Donc il faut monter des systèmes à côté. Donc il y a les Allemands à Stuttgart qui font ce qu'on appelle de l'intracting, qui font pas de la réaffectation réels, mais qui se font des sortes de contrats entre eux à l'intérieur des collectivités qui peuvent réaffecter. Donc ça, c'est vraiment, vraiment mon objectif, hein, c'est de réussir à travailler là-dessus. Et autrement, travailler sur la mise en place de la régie photovoltaïque. Je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant aussi, c'est-à-dire de gérer des investissements grâce aux recettes déjà réalisées. Mais oui, oui, il y a des tas de... Là, il faut continuer à être inventif parce que c'est un des soucis récurrents dans les collectivités, c'est que les recettes tombent dans une sorte de pot commun. Et c'est très bien, hein, parce que ça permet ces recettes de continuer à faire des actions dans les écoles, à payer des bibliothèques, à des trucs comme ça, ce que je trouve très très intéressant. Mais c'est vrai que chaque année, il faut remettre un peu le travail sur l'ouvrage et redemander de l'argent pour des nouveaux projets, rejustifier les choses. Donc ça serait, voilà, il pourrait y avoir un système un peu mixte où une partie des bénéfices déjà, on la récupérait. On a commencé à mettre ça en place avec nos écoles. C'est-à-dire qu'on leur demande de travailler sur leur efficacité énergétique et on va essayer de mettre en place des subventions sur une année N plus 2 basées sur les économies qui ont été réalisées entre les années N et les années N plus 1. Donc on va essayer de travailler sur un retour sur investissement. C'est compliqué. Alors, combien de personnes formées dans la régie sur le photovoltaïque? Alors nous, déjà, Service Environnement, on a deux techniciens qui sont très bons sur les panneaux solaires. On a un agent catégorie C aussi qui s'est posé du panneau solaire. Et côté service régie, donc on a fait une formation dans un lycée professionnel et ils étaient de mémoire 4 ou 5 à pouvoir poser des panneaux solaires. Et en fait, donc on leur demande d'intervenir sur la pose de panneaux solaires, mais c'est un peu compliqué dans le fonctionnement d'une régie parce qu'ils n'ont pas le temps de mettre en place des très gros chantiers, des chantiers longs. Par contre, ils sont là quand il s'agit de mettre en place les actions les plus complexes, c'est-à-dire le travail sous tension, le raccordement au coffret, etc. Et donc là, c'est eux qui font. Ah, Clarisse Dulac qui était contente. Et puis, moi, je pense que
Une formation autoconso pour les adhérents du PNR avec par exemple Lorient, Olivier, d'énergie partagée. Euh, oui, les formations autoconso, ça peut être extrêmement intéressant et moi je vous conseille, si vraiment vous voulez faire ça, je vous mets en lien avec le lycée professionnel avec qui on a travaillé. Nous, on a monté un programme avec eux, ça nous a coûté rien du tout, hein, c'était 800 euros pour 6 personnes, 2 jours de formation. Pas par personne, à 800 euros pour tout le monde. Et alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu une journée avec un peu de PowerPoint, mais l'après-midi, il y avait un TP, c'est-à-dire qu'on était chez eux, on avait des panneaux solaires, on avait des supports, et puis le but c'était de monter les panneaux solaires, de brancher l'installation, de raccorder ça à un onduleur, et de voir les panneaux produire les premiers kilowattheures. Et puis la deuxième journée, bon là c'est peut-être un peu loin avec ce lycée professionnel-là, c'était un accompagnement sur notre premier chantier. Ils sont venus avec des élèves et ils nous ont aidés à poser les panneaux. Et je trouve que c'est des partenariats extrêmement simples et extrêmement sympas. Olivier qui me demande si dans la maintenance est inclus le décrachage des panneaux. Oui, oui, mais alors peut-être qu'on en fera, mais nous, comme en Bretagne, on a des conditions climatiques idéales pour nettoyer les panneaux. Pour l'instant, on n'a pas de souci. Mais voilà, sans doute qu'on se fera des sessions de nettoyage de nos panneaux solaires un jour ou l'autre, qu'on fera vraisemblablement en régie, pareil, hein, et peut-être même des agents du service environnement. C'est l'affaire d'une journée maximum par site, donc on ira faire ça l'été en faisant un pique-nique là-bas et ça sera sympa. La régie donne-t-elle pas de contraintes juridiques comme le statut de fournisseur? Je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée et donc on va travailler là-dessus. Je pense pas qu'on soit fournisseur, je pense que c'est vraiment une question d'assujettissement TVA. Donc sur des recettes qu'on génère et sur lesquelles on doit gérer de la TVA. Donc voilà, ça je débute, donc je pourrais vous dire des choses plus précises dans un an. Ouais, il y a sûrement des tas de personnes qui s'y connaissent, et notamment les gens de Rennes, hein, qu'il faudrait interroger là-dessus. Euh, voilà, il faut demander à Rennes, c'est ça. Et le guide d'énergie partagée dit le contraire, je ne sais pas le contraire de quoi. Non, non, puis c'est Euh, pas un guide énergie partagée, c'est un guide de l'ADEME, mais la ouais. correction a été faite. Et, j'ai pas eu le temps de regarder ce guide, mais de toute façon, c'est un guide de l'ADEME, donc mais je ne sais mais si Bertrand veut préciser sa remarque. En tout cas, on Alors, arrive à 13h56. Si vous avez encore une ou deux questions, ben c'est le moment. Moi, Sinon, je moi, vous donne. Ah, il y avait encore des questions pour toi, il y avait Anne-Claire. des questions encore auxquelles j'ai pas répondu, moi, oui. Ok, ok, ok. J'avais une question assez précise sur la convention d'autoconsommation d'Enedis, qui est pour les petits systèmes sans injection. Donc il y avait les questions de dispositifs techniques et contractuels. Donc là, c'était pour rappeler un petit peu que aujourd'hui, on n'est pas censé, lorsqu'on se déclare en autoconsommation totale, injecter sur le réseau, même gratuitement. C'est quelque chose qui n'est pas autorisé contractuellement. Et que l'ordonnance de fin juillet est venue apporter cette possibilité-là, législative ou réglementaire, et qu'on attend encore un décret qui viendrait du coup expliciter les conditions dans lesquelles on pourrait injecter gratuitement. Et là, du coup, l'idée, c'est quoi? C'est que ce serait Enedis qui, du coup, serait responsable d'équilibre. Ça change pas grand-chose vu de vous, hein, mais c'est juste pour sur vous rappeler ça. Lorient Aglo, Lorient Aglo, qui a une très grosse installation en autoconso sur son nouveau bâtiment, ils ont fait une convention avec Enedis autour de l'autoconsommation et de la réinjection. Où Enedis, effectivement, mais par un acte local, s'est engagé à ce que ça pose pas de souci, qu'il y ait une partie de l'électricité qui puisse partir au réseau, parce qu'elle est très très grosse install. Voilà. Mais vivement à la loi. Et je crois que j'avais de grosses questions de la part de Bertrand Rodriguez, si je ne me trompe pas, avec des exemples détaillés. Je vais peut-être pas pouvoir répondre à tout. C'était la même question qui avait été posée. Est-ce qu'on peut du coup, plutôt qu'un loyer, faire de l'autoconsommation gratuite? Alors moi j'ai la même réponse que Pierre, mais dans ce cas-là, quel est comment vous remboursez votre investissement? Après, il y avait l'idée de dire est-ce qu'une mairie peut avoir deux contrats finalement, un avec un fournisseur et l'autre avec le producteur, on va dire ça comme ça, un caténaire. Alors
l'idée de l'autoconsommation collective, c'est effectivement via le réseau public qu'un consommateur puisse avoir un fournisseur classique et puis un complément d'approvisionnement local. Je vais le formuler comme ça, même si c'est pas le terme juridique. Donc c'est un peu l'idée, oui. Par contre, là, il y avait une confusion un petit peu sur le terme réseau privé. C'était juste pour redire hein, qu'en fait, j'ai plus employé le mot, mais c'était peut-être pas approprié. En fait, aujourd'hui, on est quand même sur une dimension de réseau public et qu'ensuite, derrière un point de soutirage à ce réseau public, hein, un point de raccordement, on n'a pas forcément de grands réseaux privés, on est vraiment sur plus une logique de un point, une entité juridique quelque part. Bon, c'est pas tout à fait ça dans la réalité, mais aujourd'hui, on n'a pas de déploiement possible et facilement de réseaux privés. Donc, on est bien plus sur une logique de dire si on n'est pas en autoconsommation individuelle, alors on est sur l'autoconsommation collective avec un réseau public. Voilà, c'est bien l'idée de, voilà, pour être au clair là-dessus. Et du coup, après, il y avait dans sa question l'idée de dire bah, si on prend deux bâtiments en réseau privé, est-ce qu'on risque pas de chanter le réseau public? Bah, effectivement, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on peut pas le faire si simplement que cela. Et il y avait l'idée de dire que l'enjeu, c'est qu'effectivement, le tarif d'autoconsommation finalement solaire soit moins élevé que le tarif réseau pour générer, alors que je me trompe pas dans la question, il y avait une question, enfin ça mêlait en fait la vente du surplus de la production et en même temps ça mêlait aussi la comparaison avec la vente enfin l'achat d'électricité par le consommateur. C'est tout l'enjeu des taxes en fait. C'est tout l'enjeu de dire mais quel prélèvement va y avoir sur notre prix finalement photovoltaïque dans le cadre de l'autoconsommation collective. Bon, j'espère que j'aurais répondu à des éléments de réponse, mais ça partait un peu sur plusieurs axes. Et je crois que ça part un peu dans les limites aujourd'hui du cadre juridique. Il est 14 heures pile, il est donc l'heure de se dire au revoir. Je voudrais vraiment vous remercier Anne-Claire et Pierre pour votre disponibilité, pour nous faire partager pour nous partager toutes ces infos. Vraiment, merci beaucoup. Merci à tous nos participants qui ont été vraiment très nombreux sur ces 2 sessions. Et pour tous ceux qui veulent approfondir, je vous donne rendez-vous le 15 mars pour une formation d'une journée à Paris. Vous pouvez donc vous renseigner sur notre site. Merci et à très très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.